Bonjour, bienvenue à cette capsule sur les participes passés. Je m'appelle Priscilla Boyer, je suis professeure au département des sciences et éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pourquoi une capsule sur les participes passés, hein? Boum, ça c'est le gros mot à ne pas dire en français. Il y a des tonnes de trucs qui se sont écrits sur les participes passés. Il y a plein de journalistes qui prennent position, on en parle partout. C'est une espèce de psychose autour du participe passé et il se dit littéralement tout et n'importe quoi sur les participes passés. On pourrait d'ailleurs se poser la question, comment ça se fait, Priscilla, que tu décides de faire une capsule sur les classes de mots et d'en traiter une uniquement pour les participes passés, parce que dans le fond, un participe passé, c'est pas une classe de mots. C'est une forme possible du verbe. Donc, c'est le verbe, la classe de mots derrière ça. Mais je prends la peine de faire cette capsule-là parce que, vous le savez, c'est une zone très, très sensible hein, pour votre TECFE. Il se dit tout et n'importe quoi, là, vraiment à propos du participe passé, puis ça vaut la peine de clarifier cette notion-là, justement pour essayer d'en simplifier un peu l'apprentissage des règles. Donc, dans la capsule, on va pas aborder les règles de participe passé, vous pouvez les apprendre dans à peu près n'importe quel cahier, là. Mais on va plutôt essayer de mieux comprendre cette notion-là pour pas tout mélanger ensemble. Déjà, je pense que ça va simplifier votre étude considérablement. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer cette exploration-là ensemble. D'où vient, en fait, le problème à l'origine de cette espèce de confusion conceptuelle à propos du participe passé qui fait en sorte qu'on en parle comme si c'était une chose à part, là, tu sais, comme une classe de mots à part. Mais c'est intéressant de le comprendre, là, ça vient vraiment de la grammaire traditionnelle, dans la vision que la grammaire traditionnelle avait de l'enseignement des classes de mots. Pour la grammaire traditionnelle, on parlait pas de classe de mots, donc de classer des mots dans des catégories. On parlait de la nature des mots. Ça a l'air d'une petite division là, sémantique, mais ça avait vraiment une conséquence importante parce que pour les grammairiens, les mots avaient une nature. Ils étaient nés dans une catégorie, puis ils allaient passer toute leur vie dans cette catégorie-là. Hein. Si tu étais né un verbe comme mot, ben tu vas toujours rester un verbe, peu importe si tu occupes, dans le fond, une autre classe de mots. Le problème, c'est qu'en français, des mots qui passent d'une catégorie grammaticale à une autre, hein, d'une classe de mots à une autre, il en existe des centaines et des centaines. Donc, à un moment donné, demander à l'apprenant de se souvenir qu'à l'origine, ce mot-là, c'était d'abord un verbe, puis que là, aujourd'hui, c'est rendu un nom ou c'est rendu un adjectif, ça alourdit pas mal la mémoire, disons. En clair, là, parler des mots comme ayant une nature, c'était comme une fausse bonne idée de la grammaire traditionnelle, et ça fait en sorte qu'il y a eu plein de problèmes. Là, on a juste à penser à l'accord des noms composés. Ah, dans mon mot composé, j'ai un verbe, donc je pourrais pas mettre un S parce que c'est un verbe. Tu sais, il y a eu plein d'affaires comme ça, des espèces de règles là, qu'on a été obligé d'inventer là, pour pouvoir correspondre à cet esprit-là ou à cette idée-là. Avec la rénovation de la grammaire, puis même avec aussi les rectifications orthographiques, on a essayé de simplifier ça. Là. On a essayé de se dire, bon, ben, on va oublier cette idée de nature et on va plutôt faire ce que je vous avais recommandé dans la capsule d'introduction sur les classes de mots, d'analyser vraiment des mots en contexte de phrase et c'est ça qui va nous permettre de donner la classe du mot. Pour vous prouver à quel point c'était un petit peu le bordel, pardonnez l'expression, en grammaire traditionnelle, je vous ai mis la définition du participe passé selon Grévis. On voit dans cette définition-là que le participe passé, pour lui, c'est parfois un verbe et c'est parfois un adjectif. Donc, on voit déjà dans la définition même du participe passé cette espèce d'ambivalence. Hein? Pourquoi pas tout simplement dire, ben, un participe passé, c'est un verbe, puis un adjectif, c'est un adjectif. Non, non, non. On va se rappeler que derrière l'adjectif, on a un participe passé. On va garder ce terme de participe passé qu'on dit souvent employé seul, alors que fondamentalement, c'est tout simplement un adjectif. Fait qu'on voit là, dans ces définitions-là, cette confusion-là. Puis si je vais un petit peu plus loin dans la grammaire de Grévis, là, quelques pages plus loin, on voit même apparaître d'autres classes de mots. Donc, l'adjectif, le participe passé ici, c'est une préposition. Hein, s'emploie comme des prépositions et donc va rester invariable. Fait on voit que c'est comme s'il s'enfargeait les pieds dans le tapis, dans les fleurs du tapis, en se sentant obligé de continuer de parler de participe passé, alors qu'en fait, on avait une forme verbale du participe passé qui
qui sont devenus ou des adjectifs ou des prépositions. On n'est pas obligé de se rappeler que c'était un participe passé et avoir à apprendre des règles comme si c'était des exceptions en tant que telles. Donc, ma meilleure recommandation pour votre étude, veuillez, s'il vous plaît, laisser la nature des mots dans le cimetière de la grammaire traditionnelle. Lorsqu'on analyse des mots dans une phrase, on est en contexte de phrase et c'est le contexte qui nous permet de dire quelle est la classe de ce mot-là. Et une fois qu'on a identifié notre classe de mots, ben là, c'est la règle normale qui s'applique. Si c'est une préposition, ça va être invariable. Si c'est un adjectif, il va s'accorder comme un adjectif. Et si c'est vraiment un vrai participe passé, ben à ce moment-là, il s'accorde selon l'auxiliaire qui va être utilisé. Donc, il y a 2 règles principales à se souvenir, qui sont les plus importantes et à peu près 95% des cas sont réglés avec ça. Donc, vraiment, là, on se simplifie la vie de cette façon. Je vous donne un excellent exemple de cette ambiguïté-là. Dans la phrase suivante, la maison isolée est visible de loin. On voit que isolé, accent aigu E, donc j'ai un participe passé. Il n'y a pas d'auxiliaire, on va dire en grammaire traditionnelle que c'est un participe passé employé seul. Mais si vous me dites que c'est un participe passé, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que c'est un verbe. On s'entend, un participe passé, c'est un verbe. Donc, je devrais pouvoir utiliser mes manipulations pour identifier un verbe, et ça va me permettre de relever mon participe passé. Sauf qu'il n'y a aucune manipulation de verbe qui fonctionne. Je peux pas dire la maison ne pas isoler ou la maison n'isolez pas est visible de loin. On voit que le ne pas fonctionne pas alors que c'est une manipulation décisive pour trouver le verbe. Je suis pas capable de mettre ça à l'imparfait. J'ai pas de présence d'un pronom. Il y a pas de je, de nous. Je isolé est visible de loin. Ça fonctionne vraiment pas. Fait qu'on voit que malgré tout, malgré l'idée du participe passé employé seul, il n'y en a pas de verbe ici. Donc, pourquoi est-ce que je dirais ça? Par contre, si je fais une analyse plus poussée du groupe, ben je constate que la maison isolée, c'est dans un GN. J'ai un déterminant, un nom, et j'ai un mot qui est à l'intérieur du GN. J'ai des bonnes chances de retrouver là un adjectif. D'ailleurs, je peux le remplacer par un autre adjectif. Ça fonctionne très bien. La maison jaune, super efficace. Je peux aussi utiliser un adverbe d'intensité. Avec les adjectifs, ça fonctionne bien aussi. Donc, je peux dire la maison vraiment isolée ou trop isolée. Donc, conclusion, ben j'ai un adjectif. J'ai pas de participe passé employé seul, là. J'ai tout simplement un adjectif. Et comme j'ai un adjectif, ben il va s'accorder comme un adjectif, forcément. Et ici, ben il est dans le GN, il complète le nom, donc il va s'accorder avec le nom. Beaucoup plus simple comme explication. Je suis pas obligée de m'enfarger les pieds dans cette espèce de fausse notion qui est celle du participe passé employé seul. D'ailleurs, dans aucune des progressions des apprentissages pour le primaire et pour le secondaire, on évoque cette question du participe passé employé seul. On recommande plutôt d'utiliser au primaire la notion d'adjectif, comme je viens de le faire, et au secondaire, on dit tout simplement rien à propos de ça. Ça n'existe pas dans la progression des apprentissages, cette idée de participe passé employé seul. Maintenant, je suis très consciente, malheureusement, que le poids de la tradition scolaire étant tellement forte qu'on continue d'enseigner cette notion-là au primaire et au secondaire sans réaliser qu'on ne rend service à personne en faisant ça, puisqu'on complexifie les choses plutôt que les simplifier. Donc, voici pour ce cas-là. J'en mets un deuxième qui est tu me remets tout excepté les lettres. Donc, on a un excepté, le verbe excepter, bon, ça fonctionne en ER. On voit que ça finit par un accent aigu, donc ou peut-être un participe passé. Ben c'est la même chose. Ici, je ne peux pas utiliser de manipulation pour le verbe parce que j'ai pas du tout un verbe. Je peux pas dire tu me remets tout, ne acceptez pas les lettres. Ou ne pas accepter les lettres. Tu sais, on voit bien là, que mon ne pas fonctionne pas. Je peux pas mettre de pronom de conjugaison devant. Je peux pas le changer à l'imparfait. Donc, j'ai pas de verbe ici. Alors, qu'est-ce que c'est accepter? Ben, j'analyse ma phrase. Il se trouve que accepter les lettres, on a la virgule en plus qui l'isole bien. Accepter les lettres, j'ai mon mot qui me pose des questions, qui précède, il est placé devant, il est en préposition, devant un GN, donc j'ai les lettres qui est là, il n'est pas placé après, là. C'est pas les lettres acceptées.
Donc, où là, il sera à l'intérieur d'un GN. C'est pas du tout ça qu'on a. C'est vraiment accepter les lettres. Donc, il est placé avant mon GN. Et qu'est-ce qui se place en préposition, donc devant un GN, sinon qu'une préposition? Je valide, je vais voir si je suis capable de remplacer accepter par une autre préposition de mon choix qui fonctionnerait avec le sens. Donc, tu me remets tout, sauf les lettres. Alors, on voit bien ici que le remplacement d'une préposition par une autre préposition fonctionne. Bingo, j'ai là une préposition, laissez-moi faire le participe passé, laissez-le du côté des verbes et parlez-moi tout simplement d'une préposition. Quelle est la conséquence à ça? Bien, les prépositions sont toujours invariables. Donc, accepter ici va pas jamais s'accorder avec quoi que ce soit d'autre. Il va rester invariable. Si j'avais mis mon accepter après mon nom, si j'avais eu les lettres acceptées, bien là, tout ça changeait. Parce qu'à ce moment-là, je me retrouvais avec un mot à l'intérieur d'un GN que je pouvais modifié par un adverbe que je pouvais remplacer par un autre adjectif. Et à ce moment-là, accepter, ce serait accordé comme un adjectif, puisque c'en était un. Mais en le plaçant devant le GN, en préposition, bien à ce moment-là, il est invariable parce que c'est une préposition. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Là. C'est la règle de base de l'invariabilité de la préposition, en fait, qui joue là-dedans, ou de l'accord de l'adjectif qui est là. Donc, ça sert à rien de s'encombrer le cerveau avec des exceptions qui en sont pas. Déjà que les règles de participe passé de base sont plutôt complexes en français, on n'a pas besoin d'aller plus loin sous cet angle-là. Donc, c'est quoi d'abord un participe passé? Comment est-ce qu'on peut l'identifier ou le reconnaître hors de tout doute dans une phrase? Bien, depuis le début, j'arrête pas d'en parler. Dans le fond, un participe passé, c'est un verbe. Donc, c'est avec des manipulations pour retrouver le verbe que je vais pouvoir identifier clairement un participe passé. Alors, plus précisément, dans le fond, un participe passé, ce que c'est un des deux mots qui vont composer mes temps composés. Alors, ma structure de verbe, la façon dont ça fonctionne, puis on va le voir dans la capsule sur le verbe, c'est que j'ai des verbes à un temps simple. Je vends, je pars, je mange, je souris. Et j'ai des verbes à un temps composé. Donc, je pars, je suis parti, je vends, j'ai vendu, j'avais vendu, je souris, j'ai souri. Donc, c'est simplement le même mot. Hein? On a déjà vu ça dans le début des capsules d'initiation. Les classes de mots, ça peut parfois être plus qu'un mot mis ensemble, hein, une expression. Donc, c'est la même classe de mots, mais qui se décline en deux mots séparés d'un blanc graphique, un auxiliaire d'un côté et notre participe passé de l'autre côté. Donc, c'est ça un participe passé. C'est la deuxième forme d'un verbe à un temps composé, le deuxième mot d'un verbe à un temps composé. Ça veut dire quoi, conséquemment, tout ce que je viens de vous dire? C'est que si vous voulez identifier ou repérer un participe passé, bien, il faut absolument avoir un auxiliaire, avoir ou être juste à côté. Donc, c'est nécessaire d'avoir ça. Fait que déjà, vous observez votre phrase puis vous essayez de repérer l'auxiliaire avoir et être. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de participe passé. Une fois que ça c'est fait, bien là, on peut tester facilement. On serait toujours capable de revenir à un temps simple puisque c'est un temps composé. Donc, essayez tout simplement de revenir à un temps simple. Vous allez voir si vous avez devant vous un participe passé, oui ou non. Ça va vous permettre de gérer quelques petits cas limites comme celui que je vais vous présenter à l'instant. Il est ravi de te voir ici. En grammaire traditionnelle, on dirait ici que j'ai l'auxiliaire être, est. J'ai ravi qui vient du verbe ravir, donc ici un participe passé, employé avec l'auxiliaire être. En fait, c'est pas tout à fait ça, si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et puis, je vous rappelle, c'est un petit cas limite là, quand même que je vous présente là, parce que si je reviens à un temps simple, ça fonctionne pas. Si je dis « il est ravi de te voir ici », ma phrase ne fait plus de sens. Donc, on voit que « ravi », là, dans « il est ravi », mon « ravi » peut pas disparaître comme ça. Bien, pourquoi il peut pas disparaître si c'est un temps si c'est un participe passé, mon participe passé devrait pouvoir disparaître. Donc, en grammaire actuelle, je n'ai pas ici un auxiliaire être avec un participe passé, j'ai le verbe être avec un adjectif ravi.
En grammaire traditionnelle, on interprétait ça de façon différente. On embarquait dans cette espèce de forme passive du verbe. On disait que le verbe était à la forme passive. Puis pour identifier des verbes à la forme passive, on parlait du fait que le sujet subissait l'action du verbe plutôt que menait lui-même l'action. Puis bon, on s'embarquait dans des notions sémantiques de cet ordre. Je dis pas que c'est faux, mais c'est comme une autre façon de voir les choses, alors que en grammaire rénovée, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. Un participe passé, ce n'est que la forme d'un temps composé. Si je peux pas revenir à un temps composé, j'ai pas de participe passé, j'ai tout simplement un adjectif devant moi. D'ailleurs, je peux en faire la démonstration. Avec les élèves, ça se fait vraiment très, très bien, puis ils ont cette intuition-là. Ne vous inquiétez pas. Je peux très bien remplacer « ravi » par un adjectif. Donc, il est heureux de te voir ici, ça fonctionne. Il est triste de te voir ici, ça fonctionne. Et je peux aussi rajouter un adverbe d'intensité. Il est très ravi, vraiment ravi, etc. Fait qu'on voit bien que toutes mes manipulations pour l'adjectif fonctionnent. Pourquoi est-ce que j'aurais pas là tout simplement un adjectif? Alors que celle pour vous prouver que c'est un verbe, le retour à un temps simple ne fonctionne pas. Donc, ravi, pour moi, ici, est clairement un adjectif. Et puisqu'il est un adjectif, ben, il occupe la fonction, il suit un verbe être, donc il est en fonction attributive et, dans ce cas, va s'accorder avec le sujet. Que vous utilisiez l'une ou l'autre des raisonnements, soit que vous allez du côté de la grammaire traditionnelle avec la forme passive ou ici avec ce raisonnement attributif, disons, ben, vous allez arriver au même résultat d'accord avec le sujet. Donc, c'est pas tellement grave là, de quel côté vous penchez, mais en adoptant l'idée qu'il s'agit plutôt ici d'un adjectif, bien, vous êtes plus rigoureux et beaucoup plus clair dans votre définition de ce qu'est un participe passé pour les élèves. Et à ce moment-là, bien, ça évite le flou, et pour vous-même, et ça évite le flou conceptuel que je reprochais au début de la capsule. Donc, en somme, j'espère que cette capsule vous a permis de clarifier davantage ce qu'est un participe passé, donc avant tout un verbe. J'ai pas la prétention qu'à la suite de cette capsule-là, tout est réglé du jour au lendemain, puisque on le sait qu'en français, malheureusement, les règles d'accord des vrais participes passés sont quand même complexes à mettre en œuvre, particulièrement celles avec l'auxiliaire avoir. Puis, je parle même pas de tous les petits cas d'exception avec des verbes pronominaux ou avec des verbes à l'infinitif, etc., etc. Là, vous le savez mieux que moi, vous êtes en train d'étudier vos affaires pour le TECFE. Moi, personnellement, je milite pour une simplification des règles, comme beaucoup de professeurs de français d'ailleurs, comme l'Association des professeurs de français, mais on n'est pas encore rendu là, malheureusement. Donc, en attendant qu'on se rende là, ben, faut vivre avec ces règles qui sont parfois lourdes à apprendre. Mais au moins, j'espère qu'avec cette capsule-là, ça a clarifié le flou conceptuel qu'il y a autour de cette notion et éliminé d'autres pseudo-règles ou exceptions là, qui tournaient un petit peu autour de la notion de participe passé. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance pour votre TECFE. Et peut-être un jour, qui sait, on n'aura plus ces règles de participe passé extrêmement complexes qui nous venaient du latin, ou pas du latin, mais de l'italien, donc d'une autre langue, et dont on a hérité là, pendant la Renaissance. Alors voilà, bonne fin de journée.